Il y a 6 mois de cela, j'avais une vie qui semblait parfaite sur le papier. Une maison en grande banlieue, une femme qui souriait sur les photos, 2 enfants qui m'appelaient papa, et un poste de gérant dans une petite entreprise de bâtiment qui payait largement les factures. Je n'étais pas riche, mais ma situation était stable. J'étais quelqu'un. Puis tout s'est effondré en l'espace de 2 semaines. D'abord, l'entreprise a fait faillite. Notre plus gros client a fait défaut sur ses paiements, et nous ne pouvions plus assurer les salaires. J'ai dû licencier 12 bons ouvriers qui travaillaient pour moi depuis des années, puis verrouiller les portes et remettre les clés à la banque. 20 ans à construire quelque chose, réduit à néant. Ma femme, Camille, a pris la nouvelle exactement comme on pouvait s'y attendre. Comment as-tu pu ne pas voir ça venir, a-t-elle exigé de savoir, faisant les 100 pas dans notre cuisine comme un animal en cage. Comment as-tu pu être aussi imprudent avec notre avenir? J'ai essayé de lui expliquer pour le client, pour la crise économique, pour la façon dont ces choses arrivent dans le bâtiment, mais Camille avait déjà pris sa décision. En moins d'une semaine, elle avait demandé le divorce et était retournée vivre chez sa mère avec nos enfants, Chloé, 8 ans, et Hugo, 6 ans. Je ne peux plus faire ça, Raphaël, a-t-elle dit en emballant leurs vêtements. Je ne peux pas vivre dans l'incertitude. Les enfants ont besoin de stabilité. J'ai promis de retrouver un autre travail, de trouver une solution. Mais quand? Comment? À 42 ans, sans diplôme universitaire et avec une entreprise en faillite, qui allait m'embaucher? Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Mais le pire, c'est qu'elle n'avait pas tort. J'avais bâti toute ma carrière sur une seule entreprise, un seul ensemble de compétences, un seul réseau qui venait de s'évaporer. Je devais tout recommencer à un âge où la plupart des gens pensent à préparer leur retraite. La maison a été saisie par la banque. 2 mois plus tard, j'ai emménagé dans un studio qui sentait le tabac froid et les rêves brisés. Mais même cela est devenu trop cher quand mes droits au chômage ont pris fin et que ma recherche d'emploi continuait d'aboutir à des impasses. C'est comme ça que je me suis retrouvé chauffeur de taxi. J'avais racheté une vieille Peugeot 508 à un gars qui quittait le métier. La peinture blanche était ternie, il y avait 300 000 km au compteur, et le siège passager était rafistolé avec du ruban adhésif. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, et ça pouvait rapporter de l'argent. La compagnie de taxi prenait 60% de mes courses, ce qui me laissait tout juste de quoi payer l'essence, la nourriture et la chambre d'hôtel Formule 1 que je louais à la semaine. Quand même cela est devenu trop cher, j'ai commencé à dormir dans la voiture. 3 mois de cette routine m'avaient complètement épuisé. Je prenais ma douche sur les aires d'autoroute, je me brossais les dents dans les toilettes des stations-service, et j'essayais d'avoir l'air assez présentable pour que les passagers ne se plaignent pas. Mes vêtements étaient froissés, ma barbe devenait hirsute, et je pouvais voir le jugement dans les yeux des gens quand ils montaient dans mon taxi. J'étais invisible, de cette façon dont les sans-abri deviennent invisibles. Un problème que la société préfère ignorer. Un rappel de la vitesse à laquelle tout peut s'effondrer. Le matin où j'ai pris Julien en charge, j'étais réveillé depuis 4 heures du matin, garé à l'aéroport de Roissy, attendant l'atterrissage des premiers vols. J'avais gagné peut-être 30 € en course, assez pour l'essence et une tasse de café, mais pas beaucoup plus. J'avais mal au dos à force de dormir sur le siège conducteur, et je commençais à me demander combien de temps je pourrais encore tenir. C'est là que l'appel est tombé. Prise en charge à l'hôtel Le Meurice au centre de Paris, direction l'aéroport. Le Meurice était le genre d'hôtel où je descendais quand je voyageais pour le travail, à l'époque où j'avais encore du travail pour voyager. Maintenant, je m'avançais vers le voiturier en me sentant comme un intrus, mon taxi cabossé faisant piètre figure à côté des voitures de luxe et des berlines avec chauffeurs qui servent habituellement cette clientèle. Le passager attendait sur le trottoir, consultant son téléphone. La quarantaine, costume hors de prix, attaché caisse en cuir. Ce genre de posture confiante qui vient quand on n'a jamais à se soucier de savoir d'où viendra son prochain repas. L'aéroport, ai-je demandé alors qu'il se glissait sur la banquette arrière. En fait, changement de plan. Déposez-moi dans le quartier de la Défense, s'il vous plaît. Je me suis éloigné du trottoir et j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier la circulation. C'est là que je l'ai vu me fixer avec une expression indéchiffrable. Du choc, peut-être de la reconnaissance. Tout va bien, ai-je demandé. Il n'a pas répondu immédiatement, il continuait juste à me dévisager comme s'il avait vu un fantôme. Finalement, il s'est penché en avant. Je suis désolé,
ça va paraître étrange, mais comment vous appelez-vous? Raphaël, ai-je dit, en gardant les yeux sur la route. Raphaël comment? Eh bien, juste Raphaël. Pas de nom de famille. J'ai de nouveau regardé dans le rétroviseur. Son visage était devenu tout pâle. Écoutez, si vous êtes mal à l'aise, je peux appeler un autre taxi. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que vous ressemblez exactement à quelqu'un que j'ai connu. La ressemblance est troublante. J'avais déjà entendu ça. Les gens disaient parfois que mon visage leur était familier, que je leur rappelais quelqu'un. Ça arrive quand on a un de ces visages. Pas particulièrement distinctif, mais d'une certaine façon universelle. Oui, on me le dit souvent. J'ai une tête qui passe partout, j'imagine. Quel est votre nom de famille? Je ne sais pas. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. D'habitude, j'évitais cette conversation, mais quelque chose dans son intensité m'a poussé à répondre honnêtement. Vous ne connaissez pas votre propre nom de famille. Je me suis arrêté à un feu rouge et je me suis tourné vers lui. J'ai eu un accident il y a 25 ans. Traumatisme crânien. J'ai perdu la plupart de mes souvenirs d'avant ce jour-là. L'hôpital m'a appelé Monsieur X, mais j'ai choisi Raphaël quand je suis sorti. J'ai toujours aimé la sonorité de ce prénom. Il me regardait comme si je venais de lui annoncer que je venais de la planète Mars. Il y a 25 ans. Quel âge aviez-vous? 17 ans, selon les médecins. Pourquoi? Le feu est passé au vert, mais je n'ai pas bougé. Les voitures ont commencé à klaxonner derrière nous. Mon frère, a-t-il dit doucement. Mon petit frère a disparu il y a 25 ans. Il avait 17 ans. Et vous? Il a secoué la tête. Vous lui ressemblez exactement. Comme il serait aujourd'hui. J'ai traversé le carrefour, mes mains tremblant légèrement sur le volant. C'est une sacrée coïncidence. Vraiment? Il s'est de nouveau penché en avant. Que vous rappelez-vous de l'accident? Pas grand-chose. On m'a retrouvé sur une autoroute à environ 80 km de Paris. Pas de papier, pas de portefeuille, personne n'a signalé ma disparition. La police a pensé que j'étais un fugueur, peut-être que je faisais du stop. Le choc à la tête a tout effacé d'avant ce jour-là. À 80 km de Paris, a-t-il répété. C'est la même autoroute que mon frère empruntait quand il a disparu. J'ai serré le trottoir et j'ai mis la boîte de vitesse sur la position parking. Mon cœur battait la chamade. Écoutez, monsieur Lefebvre. Julien Lefebvre. Monsieur Lefebvre, je pense que vous faites erreur. Je veux dire, quelles sont les probabilités? Mon frère s'appelait Raphaël, a-t-il dit doucement. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Je me suis retourné sur mon siège pour lui faire entièrement face. Qu'est-ce que vous avez dit? Mon frère. Il s'appelait Raphaël Lefebvre. Il avait 17 ans quand il a disparu. Et vous? Il a sorti son téléphone et a fait défiler des photos. Vous ressemblez trait pour trait à notre père à votre âge. Il m'a montré l'écran. C'était une vieille photo de famille. Des parents avec 2 garçons, l'un ayant peut-être 19 ans, l'autre 17. Le plus jeune garçon avait mes yeux, mon nez, ma bouche. C'était comme regarder une photo de moi-même d'il y a 25 ans. C'est impossible, ai-je murmuré. Vraiment? La voix de Julien était douce maintenant, pleine d'espoir. Pourquoi pensez-vous avoir choisi Raphaël comme prénom? Ne se pourrait-il pas que peut-être, juste peut-être, quelque chose en vous vous ait soufflé que c'était votre vrai prénom? J'ai fixé la photo jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. La ressemblance était indéniable, mais mon esprit bouillonnait. Ça n'a pas de sens, ai-je dit. Si j'avais une famille, quelqu'un n'aurait-il pas signalé ma disparition? Quelqu'un ne m'aurait-il pas cherché? Nous l'avons fait, a dit Julien, la voix chargée d'émotion. Mon Dieu, Raphaël, nous n'avons jamais arrêté de chercher. La police, des détectives privés, des équipes de recherche. Nous avons passé des années à essayer de te retrouver. Alors pourquoi n'ont-ils rien trouvé? Je suis resté à l'hôpital pendant des mois. Ma photo est passée dans les journaux locaux. Le visage de Julien s'est assombri. Tu as été retrouvé à 80 km de là, dans un autre département, par une autre gendarmerie, dans d'autres journaux.
Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Nos parents sont morts dans un autre accident de voiture 6 mois après ta disparition. J'étais à la fac, tenant à peine le coup. Les recherches sont devenues compliquées. Le poids de ces mots s'est posé sur moi comme une chape de plomb. Vos parents sont morts? Nos parents, m'a-t-il corrigé doucement. Et oui, ils rentraient d'un rendez-vous avec un énième détective privé quand c'est arrivé. Ils n'ont jamais perdu l'espoir de te retrouver. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pendant toutes ces années, je m'étais posé des questions sur ma famille, imaginant des parents qui me cherchaient peut-être, des frères et sœurs à qui je manquais. Je n'avais jamais envisagé qu'ils puissent ne plus être de ce monde. Je suis désolé, ai-je dit. Je suis tellement désolé. Ne t'excuse pas. Rien de tout cela n'était de ta faute. Julien s'est penché en avant. Raphaël, est-ce que tu te souviens de quelque chose? N'importe quoi avant l'accident. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de plonger dans l'obscurité qu'était mon passé. Parfois, je fais des rêves. Des fragments. La voix d'une femme qui chante. L'odeur d'un gâteau au chocolat. Un chien, peut-être. Mais les médecins ont dit que ce n'était peut-être que mon cerveau qui essayait de combler les vides. Maman chantait toujours quand elle cuisinait. Et nous avions un golden retriever qui s'appelait Max. Tu adorais ce chien. Un éclair de quelque chose ou une fourrure chaude, une truffe humide, le son d'un aboiement a traversé mon esprit et a disparu. Peut-être. Je ne sais pas. Et ça? Julien a sorti son portefeuille et m'a montré une autre photo. 2 garçons construisant un bonhomme de neige, tous deux souriant à l'objectif. Noël 1998. Tu avais 16 ans. J'ai étudié la photo. Le sourire du plus jeune garçon m'était familier, mais de cette façon dont votre propre reflet vous est familier. Vous savez que c'est vous, mais vous ne pouvez pas vraiment expliquer comment. J'ai envie de vous croire. Mais et si vous aviez tort? Et si tout cela n'était qu'une incroyable coïncidence? Alors nous en aurons le cœur net. Un test ADN. Ça prendra quelques jours, mais nous saurons définitivement. Je l'ai regardé, cet inconnu si bien habillé qui prétendait être mon frère, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De l'espoir. C'était terrifiant. Pourquoi étiez-vous dans un taxi? Vous avez l'air d'avoir les moyens de vous payer une voiture de fonction. Julien a souri. Le premier vrai sourire que je voyais de lui, et il ressemblait tellement au mien. Ma voiture est au garage. Je devais prendre un VTC, mais l'application ne marchait pas. Alors, j'ai appelé un taxi. Si je ne l'avais pas fait. Il a secoué la tête. 25 ans de recherche, et je te trouve parce que mon application a bugué. Si vous m'avez trouvé, les jeux corrigés. Nous ne sommes encore sûrs de rien. Non, a-t-il admis. Mais Raphaël, j'espère que c'est le cas. Je l'espère vraiment. J'ai regardé le compteur, qui tournait depuis tout ce temps. Votre course va vous coûter très cher si on reste assis là. Je me fiche du prix de la course, a dit Julien. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu vas bien? Je veux dire, ta situation de logement, ton travail, tout ça. J'ai senti le rouge me monter aux joues. Je suis entre 2 logements en ce moment. L'histoire du taxi, c'est temporaire. L'expression de Julien s'est adoucie. Tu es à la rue. Ce n'était pas une question, et je ne l'ai pas nié. Ce n'est pas permanent. J'y travaille. Seigneur, Raphaël, depuis combien de temps? 3 mois. Écoutez, je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité si tu es mon frère. Et même si tu ne le es pas, personne ne devrait avoir à dormir dans sa voiture. J'ai eu envie de discuter, de maintenir le peu de dignité qu'il me restait. Mais j'étais fatigué, tellement fatigué de faire semblant d'aller bien, d'agir comme si dormir dans un taxi était un choix plutôt qu'une nécessité. Qu'est-ce que vous voulez faire, ai-je demandé. D'abord, on fait ce test ADN. Ensuite, quels que soient les résultats, on te trouve un endroit sûr où dormir le temps de tirer tout ça au clair. Je n'ai pas les moyens. Moi si, a dit Julien simplement. Laisse-moi t'aider, je t'en prie. J'ai regardé cet inconnu qui était peut-être mon frère,
qui m'offrait de l'espoir et de l'aide à parts égales, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. D'accord, découvrons qui je suis vraiment. Julien a insisté pour payer une chambre d'hôtel ce soir-là. Rien d'extravagant, mais propre et chaud, avec un lit qui ne m'obligeait pas à me plier en quatre. Je n'avais pas dormi sur un vrai matelas depuis des mois, et je me suis réveillé en me sentant plus humain que je ne l'avais été depuis une éternité. Il est venu me chercher le lendemain matin dans une voiture de location, et nous avons conduit jusqu'à une clinique spécialisée dans les tests ADN. Le processus était simple. Un frottis buccal et quelques papiers à remplir, mais les implications semblaient énormes. Résultat dans 3 à 5 jours ouvrés, a dit le technicien en nous tendant un reçu. Qu'est-ce qu'on fait d'ici là, ai-je demandé alors que nous retournions à la voiture. On enquête. J'ai tout gardé des recherches menées pour te retrouver. Rapport de police, coupure de presse, dossier de détective privé. Peut-être que quelque chose déclenchera un souvenir. L'appartement de Julien était un grand loft dans le Marais. Murs en pierres apparentes, au plafond, le genre d'endroit qui respirait la réussite. C'était à des années-lumière du studio que j'avais perdu et à des galaxies de mes nuits dans mon taxi. Tu as bien réussi ta vie, ai-je dit en regardant autour de moi. Au-delà de l'héritage, j'ai eu de la chance. J'ai monté une boîte de logiciels juste après mes études. Je l'ai revendue il y a 5 ans. Mais Raphaël, si tu es mon frère, la moitié de tout ce que je possède t'appartient. Nos parents nous ont laissé des parts égales de leur patrimoine. Je ne veux pas de ton argent, ai-je répondu rapidement. Ce n'est pas mon argent. C'est notre argent. Nos parents ont travaillé toute leur vie pour construire quelque chose pour leurs fils. Leurs 2 fils. Il m'a conduit vers une chambre d'amis qui avait été aménagée en bureau. Sur un bureau dans un coin trônait un épais classeur en métal gris, usé par le temps. Voici mes recherches pour te retrouver. Enfin, c'était. J'ai arrêté de chercher activement il y a environ 5 ans. Tu as arrêté, ai-je demandé, surpris. Julien s'est assis lourdement dans son fauteuil de bureau. J'ai dû arrêter. Ça me consumait. 20 ans de pistes, d'impasses et de faux espoirs. Mes relations amoureuses échouaient parce que j'étais obsédé par la recherche d'un fantôme. Ma carrière en souffrait parce que je passais plus de temps à enquêter sur des signalements qu'à travailler. Il a ouvert le classeur, révélant des sections organisées avec des intercalaires étiquetés, rapports de police, détectives, signalements, hôpitaux. Mon psy a dit qu'il fallait que j'accepte que tu étais probablement mort, que continuer les recherches m'empêchait de vivre ma propre vie. Et j'ai essayé, a-t-il dit doucement. Mon Dieu, ce que j'ai essayé. J'ai enfermé tout ça et je me suis promis de ne plus jamais l'ouvrir. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un sérieusement, j'ai pensé à me marier, j'ai essayé de construire une vie qui ne tournait pas autour de ta disparition. Qu'est-ce qui a changé? Julien m'a regardé avec une expression mêlant culpabilité et espoir. Rien n'a changé. C'est pour ça que quand je t'ai vu aujourd'hui, quand tu as dit que ton nom était Raphaël, c'était comme si l'univers me disait que j'avais eu raison de ne jamais vraiment abandonner. Même quand j'ai arrêté de chercher activement, une partie de moi a toujours su que tu étais là, quelque part. Nous sommes restés silencieux un moment. Que s'est-il passé? Le jour de ta disparition, tu t'étais disputé avec papa. Je ne me souviens même plus à propos de quoi. Un truc stupide comme le sont toujours les disputes d'adolescents. Tu es parti en trombe, disant que tu allais à pied chez ton ami à l'autre bout de la ville. C'est la dernière fois que quelqu'un t'a vu. J'ai marché pendant environ 3 kilomètres. Puis un voisin t'a vu monter dans une voiture. Ils n'ont pas pu voir le conducteur ni relever la plaque d'immatriculation, mais ils étaient sûrs que c'était toi. Donc, quelqu'un m'a pris en stop. C'est ce qu'on a toujours supposé. La police a enquêté sur tous les délinquants sexuels fichés dans un rayon de 80 km, a vérifié auprès de tous tes amis, a interrogé tout le monde au lycée. Rien. J'ai étudié une carte qu'il avait sortie du classeur, marquée de punaises rouges. Ce sont tous les endroits où vous avez cherché. Partout. Bâtiments abandonnés, camps de sans-abri, hôpitaux, morgues. Nous avons contacté les gendarmeries de 6 régions différentes, posté ta photo sur Internet avant même que les réseaux sociaux n'existent. J'ai tracé la carte du doigt, imaginant Julien jeune homme, sortant à peine de l'adolescence, essayant de maintenir une recherche tout en pleurant ses parents. Ça a dû dévorer ta vie. Ça l'a fait. J'ai arrêté la fac pendant un semestre, j'ai failli tout rater.
Mais je ne pouvais pas juste passer à autre chose. Pas alors que tu étais là dehors quelque part. Un journal en particulier a attiré mon attention. Un adolescent local retrouvé après un accident sur l'autoroute. La date correspondait à ce que je savais de mon propre accident. Est-ce que c'est? C'est toi, ou du moins nous pensons que c'est toi. Regarde le lieu. J'ai lu l'article. Un adolescent de 17 ans retrouvé inconscient au bord de la 6 à environ 80 km de la ville. Aucune pièce d'identité. Grave traumatisme crânien. La description correspondait à ce qu'on m'avait dit de mon propre accident. Mais pourquoi personne n'a fait le lien avec ton frère disparu? Le visage de Julien s'est assombri. Parce que la gendarmerie de ce département ne communiquait pas avec la police de notre département, parce que tu étais enregistré sous X, et que nous cherchions Raphaël Lefebvre. Et nos parents sont morts avant qu'on puisse faire le rapprochement. J'avais 19 ans, j'essayais de régler leur succession, de ne pas rater mes études, et de continuer les recherches. Je n'ai vu cet article que des années plus tard, quand j'ai engagé un nouveau détective privé plus minutieux que les autres. Des années plus tard? 5 ans plus tard. À ce moment-là, Monsieur X était sorti de l'hôpital et avait disparu dans le système. Pas d'adresse de transfert, pas de numéro de sécurité sociale au dossier. Tu étais redevenu un fantôme. Je me suis laissé tomber dans un fauteuil, bouleversé. Alors, tu connais cette possibilité depuis 20 ans. Je connais l'existence de Monsieur X depuis 20 ans, mais il y a eu des dizaines de garçons non identifiés au fil des ans. Des dizaines de jeunes hommes qui auraient pu être toi. J'ai suivi chaque piste, rencontré chaque possibilité. La plupart étaient des impasses. Qu'est-ce qui t'a fait penser que ce Monsieur X-là était différent? Julien a sorti un épais dossier. La détective privée a réussi à obtenir une copie de ton dossier médical de l'hôpital. Les blessures correspondaient à une éjection d'un véhicule en mouvement. Et il y avait autre chose. Il m'a tendu la photocopie d'un rapport médical. La majeure partie était du jargon technique, mais une ligne était surlignée. Le patient présente une tache de naissance distinctive sur l'omoplate gauche, d'environ 5 cm, en forme de croissant. J'ai passé la main au-dessus de mon épaule, touchant l'endroit avec lequel j'avais toujours cru être né. Tu es au courant pour ça? C'est moi qui te l'ai faite, a dit Julien doucement. Quand tu avais 3 ans, tu es tombé de vélo. En fait, je suppose que je t'ai poussé, et tu as écorché ton épaule sur le béton. Ça a cicatrisé dans cette forme de croissant. Maman disait toujours que ça ressemblait à une lune. J'avais l'impression que la pièce tournait. Ce n'est pas possible. Les médecins disaient que c'était vraiment une tache de naissance. J'ai retiré ma chemise et je lui ai tourné le dos. C'est ça? J'ai entendu sa respiration se bloquer brusquement. Oh mon Dieu, Raphaël. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai remis ma chemise, les mains tremblantes. Nous n'avons pas besoin d'attendre le test ADN, n'est-ce pas? Non, a dit Julien, la voix lourde d'émotion. Non. Tu es mon frère. Tu es vraiment mon frère. Il m'a pris dans ses bras brusquement et, malgré ma surprise, je me suis surpris à lui rendre son étreinte. Les résultats ADN sont revenus 3 jours plus tard, mais à ce moment-là, nous savions déjà ce qu'il dirait. 99,97% de probabilité d'une relation de fratrie à part entière. J'étais Raphaël Lefebvre, le garçon disparu 25 ans plus tôt, le frère que Julien n'avait jamais cessé de chercher. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, ai-je dit alors que nous étions assis dans le salon de Julien, les résultats officiels étalés sur la table basse entre nous. Julien avait pensé la même chose. J'ai engagé une nouvelle enquêtrice, quelqu'un qui se spécialise dans les affaires classées. S'il y a des réponses à trouver, elle les trouvera. L'enquêtrice, une ancienne capitaine de police au regard perçant nommée Madame Moreau, a pris notre dossier avec l'intensité de quelqu'un qui a vu trop de familles brisées par des questions sans réponse. Il lui a fallu 2 semaines pour résoudre l'affaire. J'ai trouvé votre conducteur, a-t-elle dit en nous convoquant à son bureau un jeudi après-midi pluvieux. Il s'appelait Marc Dumont. Il est mort il y a 3 ans, mais avant de mourir, il s'est confessé à son fils. Julien et moi étions assis dans un silence stupéfait alors qu'elle déroulait l'histoire. Dumont conduisait en état d'ivresse cette nuit-là. Il vous a vu marcher le long de la route et vous a proposé de vous avancer. Vous êtes monté, probablement juste pour vous abriter de la pluie.
À environ 30 km plus loin sur l'autoroute, il a perdu le contrôle de la voiture. L'accident. L'accident. Sa voiture a quitté la route, a fait 2 tonneaux. Il a été éjecté sans gravité, juste couvert d'ecchymose et secoué. Elle a fait une pause, vous n'avez pas eu autant de chance. Traumatisme crânien, inconscient, en sang. Il a paniqué. Il m'a laissé là, a dit Julien d'un ton plat. Il m'a laissé là, a confirmé la capitaine Moreau. Il est rentré chez lui, a déclaré sa voiture volée le lendemain matin. Le temps que la police trouve l'épave, vous aviez été découvert par un automobiliste de passage et conduit à l'hôpital. Et il n'a jamais rien dit. Pas pendant 25 ans. Mais la culpabilité est une chose puissante. Sur son lit de mort, il a tout raconté à son fils. Le fils portait ce secret depuis 3 ans. Et quand je l'ai retrouvé, il était soulagé de pouvoir enfin le dire à quelqu'un. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la colère contre l'homme qui m'avait laissé pour mort, du soulagement de connaître enfin la vérité, et quelque chose ressemblant à un apaisement s'installant sur les questions qui m'avaient hanté pendant des décennies. Et pour les avis de recherche, a demandé Julien. Pourquoi personne n'a fait le lien? Des départements différents, des systèmes différents, et honnêtement, l'enquête sur votre disparition s'est concentrée sur les mauvaises choses. Tout le monde a supposé que vous aviez été enlevé ou que vous aviez fugué volontairement. Personne ne cherchait une victime d'accident de la route à 80 km de là. Donc, c'était juste de la malchance, ai-je dit. De la malchance et un conducteur ivre qui était trop lâche pour faire ce qui était juste. Après avoir quitté son bureau, Julien et moi avons roulé en silence pendant un moment. Finalement, il s'est garé près d'un parc où nous avions l'habitude de jouer enfant, bien que je ne m'en souvienne pas encore. « Comment tu te sens » m'a-t-il demandé. Vide, ai-je répondu honnêtement. Je pensais que connaître la vérité me donnerait l'impression de... Je ne sais pas, d'un achèvement. Mais je me sens juste triste. 25 ans de doute, et tout se résume à un conducteur ivre trop effrayé pour appeler les secours. Ouais. J'ai regardé l'air de jeu en essayant de m'imaginer enfant ici. Julien, et si je ne m'en souvenais jamais? Et si les souvenirs ne revenaient jamais? Alors on en créera de nouveaux. Il a dit simplement, tu es mon frère. Que tu te souviennes d'être mon frère ou pas, ça ne change rien. Je suis à la rue depuis 3 mois. Je dors dans un taxi. Je n'ai même pas de vrai nom de famille sur mon permis de conduire. Alors on répare ça. Tout ça. On te trouve un appartement. On fait changer ton nom légalement pour redevenir Lefebvre. On trouve ce que tu veux faire de ta vie. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, a dit fermement Julien. C'est la famille. C'est ce que nos parents auraient voulu. C'est ce que je veux. J'ai regardé cet homme qui avait passé la moitié de sa vie à me chercher, qui n'avait jamais perdu espoir même quand tout le monde était passé à autre chose. Et si je ne suis pas le frère dont tu te souviens? Et si je suis trop différent, trop cabossé? Alors tu restes mon frère, juste une version différente de celle à laquelle je m'attendais. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel que Julien payait toujours, je suis resté éveillé à penser à l'identité, aux virages étranges que prend la vie, à la différence entre la famille dans laquelle on est et celle qu'on choisit. J'avais passé 25 ans comme un homme sans passé, et maintenant je devais trouver comment être un homme avec un avenir. Quelques jours après que les résultats ADN aient confirmé ce que nous savions déjà tous les deux, Julien et moi étions assis dans son salon, des boîtes de plats à emporter éparpillées sur la table basse. La conversation devenait plus fluide de jour en jour, mais il y avait encore des vides. 25 ans de vie qu'il fallait remplir. Je peux te demander quelque chose? Julien a posé ses baguettes. C'était comment de tout recommencer à 17 ans sans mémoire, sans famille, sans rien? Je me suis adossé au canapé, réfléchissant à la façon de condenser des décennies de lutte en quelque chose de compréhensible. Terrifiant, ai-je fini par dire. L'assistante sociale de l'hôpital a essayé de me placer en famille d'accueil, mais on n'était pas sûr si j'avais exactement 17 ou 18 ans, et le système était déjà surchargé. Ils m'ont attribué un numéro de sécurité sociale, m'ont aidé à passer l'équivalent du bac en candidat libre, et m'ont basiquement souhaité bonne chance. Seigneur, tu n'étais qu'un gamin. Un gamin avec un traumatisme crânien et aucun passé. J'ai travaillé dans le bâtiment au début, du travail au noir sur les chantiers, rien d'officiel.
Je vivais dans une pension de famille, mais j'étais habile de mes mains, doué pour comprendre comment fonctionnaient les choses. Julien a hoché la tête, m'encourageant à continuer. J'ai gravi les échelons au fil des ans. J'ai commencé comme manœuvre, je suis devenu chef de chantier, et j'ai fini par être embauché comme gérant dans une entreprise de construction. 20 ans à bâtir quelque chose, à gagner la confiance des gens. J'étais doué pour ça. Gérer les équipes, respecter les délais des projets, résoudre les problèmes. Quelque temps plus tard, j'ai monté ma propre petite boîte de BTP. Rien de bien méchant. Des réparations de maisons, de petites rénovations. J'avais faim de réussir, j'étais fiable et je facturais moins cher que les gars bien installés. Le bouche à oreille a fait le reste. C'est incroyable. Bâtir une entreprise à partir de rien. Ça a aidé de ne pas savoir que c'était censé être impossible, ai-je dit avec un sourire amer. J'ai rencontré Camille quand je rénovais son appartement. Elle était prof, posée, gentille. Elle ne posait pas trop de questions sur mon passé, ce que j'appréciais à l'époque. Vous vous êtes mariés quand? J'avais 32 ans, elle en avait 27. Nous avons eu Chloé 2 ans plus tard, puis Hugo 2 ans après. Ma voix s'est légèrement brisée. Ils sont tout pour moi. Chloé a ce rire qui ressemble à de la musique, et Hugo collectionne les cailloux comme si c'était des trésors. Il a toujours les poches pleines. L'expression de Julien s'est adoucie. Tu les vois. Un week-end sur 2, quand je peux me le permettre. Camille est retournée vivre dans la maison de sa mère, à 1 heure de route. Les enfants ne comprennent pas pourquoi papa vit dans une voiture maintenant, pourquoi je ne peux plus les emmener au McDo. Je me suis frotté le visage avec les mains. Chloé m'a demandé le mois dernier si j'étais malade parce que j'avais l'air si fatigué. Comment tu expliques à une petite fille de 8 ans que parfois, la vie s'effondre tout simplement? Tu n'as plus à vivre comme ça, a dit Julien doucement. On peut arranger ça. Tout ça. Je sais. C'est juste dur de croire que c'est réel. Pendant 25 ans, j'ai été Raphaël et personne. Le gars sans passé, sans famille, sans filet de sécurité. Quand tout s'est écroulé, il n'y avait personne à appeler, nulle part où aller. Je m'étais habitué à être seul. Tu n'es plus seul maintenant, a dit fermement Julien. Et tes enfants, Chloé et Hugo, ce sont ma nièce et mon neveu. C'est ma famille, à moi aussi. L'idée m'a frappé comme une force physique. Je n'y avais pas pensé. Eh bien, commence à y penser maintenant, parce que je veux les rencontrer. Je veux être l'oncle qui les pourrit gâter et qui leur apprend des choses que leurs parents ne veulent pas qu'ils sachent. Pour la première fois depuis des mois. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir pour l'avenir de mes enfants. Ils aimeraient ça, ai-je dit. Hugo surtout, il demande toujours des choses sur la famille, pourquoi on n'a pas de famille de mon côté, de grands-parents ou de tantes et oncles comme ses copains en ont. Maintenant ils en ont. Maintenant vous en avez tous. 2 semaines plus tard, je me tenais sur le parking d'un restaurant familial, un courte-paille à mi-chemin entre l'appartement de Julien et la maison de la mère de Camille, regardant mon frère faire nerveusement les 100 pas à côté de sa voiture de location. Tu es plus nerveux que je ne l'étais à mon premier rendez-vous amoureux, ai-je dit, essayant de détendre l'atmosphère. Je n'ai jamais été oncle avant, a dit Julien en réajustant sa chemise pour la 3e fois. Et s'ils ne m'aiment pas? Et si je dis une bêtise? Ils ont 6 et 8 ans. Ce n'est pas un conseil d'administration. Sois juste toi-même. La voiture de Camille s'est garée sur le parking, et j'ai ressenti le mélange familier d'amour et de regret qui accompagnait la vue de mes enfants. Chloé a bondi la première, ses boucles brunes s'échappant de sa queue de cheval, suivie de Hugo, qui serrait effectivement une poignée de cailloux. Papa. Chloé a couru vers moi, et je l'ai soulevée dans mes bras, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Salut, ma chérie. Tu m'as manqué. Hugo s'est approché plus prudemment, comme il le faisait toujours dans les situations nouvelles. Papa, c'est qui ce monsieur? Je me suis accroupi à sa hauteur. Hugo, Chloé, je veux vous présenter quelqu'un de très spécial. Voici votre oncle, Julien. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. On a un oncle? À partir de maintenant, oui, a dit Julien en s'accroupissant à leur hauteur. J'attendais de vous rencontrer tous les deux depuis très, très longtemps. Papa a dit qu'on n'avait pas de famille, a déclaré Hugo, étudiant Julien avec l'expression sérieuse qu'il arborait quand il essayait de comprendre quelque chose.
Eh bien, parfois la famille vous trouve quand vous vous y attendez le moins, a dit Julien doucement. Qu'est-ce que tu as là? Hugo a ouvert sa paume pour révéler 3 pierres lisses. Je les ai trouvées près du ruisseau derrière la maison de mamie. Celui-là ressemble à un cœur. Tu vois. Julien a examiné les pierres avec le genre d'attention sérieuse qui a fait rayonner Hugo. Elles sont incroyables. Tu sais, je collectionnais les cailloux aussi quand j'avais ton âge. J'en ai encore certains. C'est vrai? Je pourrais les voir un jour? Absolument. Pendant que Julien et les enfants discutaient, j'ai croisé le regard de Camille et j'ai fait un signe de tête vers le côté du bâtiment. Elle m'a suivi, son expression prudente mais pas hostile. Il a l'air formidable, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil en arrière vers Julien, qui montrait maintenant quelque chose sur son téléphone à Chloé. Je sais que tout ça est soudain, mais je voulais te parler des enfants, de la façon dont on va avancer. Elle a hoché la tête. Ils ont constamment posé des questions sur toi. Chloé voulait savoir pourquoi tu ne pouvais pas venir à la pièce de théâtre de l'école. Hugo a demandé si tu allais vivre dans ta voiture pour toujours. Les mots piquaient, mais j'ai continué. Comme je te l'ai dit au téléphone, mes parents sont morts il y a des années, mais Julien a insisté pour partager l'héritage avec moi. Je ne voulais pas accepter, mais il a dit que c'était la chose juste à faire, que mes parents auraient voulu ça. Je peux subvenir à leurs besoins maintenant. Un vrai soutien, pas juste le peu que je pouvais gratter avant. Je veux être à nouveau présent dans leur vie. Je le veux aussi, a-t-elle dit. Et je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. Raphaël, il faut que tu saches que je ne te les ai pas enlevés parce que j'étais en colère. Je les protégeais de te voir. De te voir tellement galérer que ça leur faisait peur. Je comprends. Vraiment. Mais maintenant. Elle a souri en regardant Hugo montrer à Julien un autre caillou. Maintenant ils peuvent retrouver leur père, et ils peuvent avoir un oncle qui les adore clairement déjà. Nous ne serons jamais ce que nous étions, ai-je dit doucement. Mais nous pouvons être de bons parents ensemble. Nous pouvons leur donner de la stabilité. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sachent qu'ils sont aimés par leurs 2 parents, même si ces parents ne sont plus ensemble. Avant que je ne puisse répondre, Hugo est arrivé en courant. Papa. Oncle Julien dit qu'il a une maison avec une piscine. On peut aller se baigner. J'ai regardé Camille, qui a hoché la tête avec un sourire sincère. Ça a l'air génial, mon grand. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Je pense, a dit Camille en ébouriffant les cheveux de Hugo, que l'oncle Julien va vous pourrir gâter tous les deux. C'est le plan, a lancé Julien en s'approchant avec Chloé sur ses épaules. J'ai 25 ans de devoir donc la rattraper. En entrant dans le restaurant, je me suis senti reconnaissant que Camille et moi puissions faire passer nos enfants en premier, que nous puissions construire quelque chose de sain à partir des morceaux de ce que nous avions perdu. 6 mois plus tard, j'étais debout dans la cuisine de mon nouvel appartement. Rien de luxueux, mais à moi, avec mon nom sur le bail et tout. Je préparais le café pour Julien, qui était passé pour notre petit déjeuner hebdomadaire. C'était devenu une tradition ces samedis matins où nous nous asseyions pour discuter et reconstruire lentement la relation que nous avions perdue. Les souvenirs n'étaient pas revenus d'un seul coup comme dans les films. Au lieu de cela, ils s'infiltraient comme de l'eau à travers une fissure. Un éclair de reconnaissance quand Julien riait d'une certaine manière. Une familiarité soudaine avec l'odeur du parfum de notre mère quand nous visitions sa tombe. De petits moments qui donnaient l'impression de rentrer dans une maison qu'on n'avait jamais tout à fait quittée. J'ai des nouvelles, a dit Julien alors que je lui tendais son café. Des bonnes ou des mauvaises nouvelles? De bonnes nouvelles. L'accord d'indemnisation de l'assurance a été validé. Nous avions poursuivi la succession de Marc Dumont, non pas pour l'argent, mais pour la reconnaissance des faits. L'affaire civile avait été simple une fois que l'enquête de la capitaine Moreau avait fourni les preuves. La compagnie d'assurance de Dumont avait accepté un règlement qui couvrirait mes frais médicaux de l'accident d'origine et fournirait une indemnisation pour les 25 années de vie perdues. Combien, ai-je demandé. Assez pour repartir de zéro correctement. Assez pour faire ce que tu veux de ta vie. Je me suis assis en face de lui, m'habituant encore à l'idée que j'avais de nouveau des choix. J'ai réfléchi à ça, et je ne pense pas vouloir retourner dans le bâtiment. Je veux reprendre mes études, passer mon diplôme universitaire, peut-être prendre des cours à la fac. Je n'ai jamais pu finir le lycée. Il a souri.
C'est bien. Un peu fou, mais juste. Qu'est-ce que tu veux étudier? Le travail social, peut-être, ou le conseil. Je n'arrête pas de penser à tous ces gens que j'ai rencontrés quand j'étais à la rue. Des gens qui sont passés à travers les mailles du filet comme moi. Je pourrais peut-être aider. Tu serais doué pour ça, a dit Julien. Tu comprends ce que c'est que de tout perdre et de tout retrouver, ai-je ajouté. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, buvant notre café et lisant le journal comme font les frères, comme nous avions probablement l'habitude de le faire avant que tout ne tourne mal. Julien, ai-je fini par dire. Ouais. Merci de n'avoir jamais abandonné, d'avoir continué à chercher même quand ça semblait désespéré. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Tu es mon frère. C'est ce que font les frères. Quand même. Je sais ce que ça t'a coûté. Le temps, l'argent, l'énergie émotionnelle. Tu aurais pu passer à autre chose, fonder ta propre famille, vivre ta propre vie. Julien est resté silencieux un instant. Je peux te dire quelque chose? J'ai essayé de passer à autre chose à plusieurs reprises. Je rencontrais quelqu'un, on commençait à sortir ensemble, je me disais que je pourrais construire une vie qui ne tournait pas autour de toi. Mais ça n'a jamais marché. Pourquoi pas? Parce qu'il y avait toujours cette pièce manquante. Ce sentiment que ma famille n'était pas complète. Je ne pouvais pas m'engager à construire quelque chose de nouveau quand je n'avais pas fini de faire le deuil de ce que j'avais perdu. Et maintenant, tu le peux, a-t-il dit simplement. Maintenant, je sais que tu es en sécurité. Tu es en vie. Tu vas t'en sortir. Maintenant, je peux penser à l'avenir au lieu d'être coincé dans le passé. J'ai tendu le bras à travers la table et je lui ai serré l'épaule. Je suis content que tu m'aies trouvé. Je suis content que tu te sois laissé trouver. Plus tard dans l'après-midi, j'ai conduit mon taxi, que j'avais gardé en partie par nostalgie et en partie parce que je n'étais pas tout à fait prêt à renoncer à l'indépendance qu'il représentait, jusqu'au cimetière où nos parents étaient enterrés. Je leur rendais visite régulièrement, parlant aux pierres tombales comme s'ils pouvaient m'entendre, leur racontant la vie de leur fils et celle que nous construisions ensemble. J'ai eu mon guide d'études pour mon diplôme, leur ai-je dit, assis en tailleur sur l'herbe entre leurs tombes. Julien pense que je suis fou de vouloir recommencer à 42 ans, mais je me dis que c'est mieux que de recommencer à 82 ans. Le vent a bruissé dans les arbres, et pendant un instant, j'ai presque pu entendre la voix de ma mère, celle de mes rêves, me dire qu'elle était fière. J'aimerais me souvenir un peu mieux de vous, ai-je dit. Mais Julien me raconte des histoires, et parfois ça fait l'effet d'un vrai souvenir. Il dit que maman chantait en cuisinant, et que papa nous a appris à tous les deux comment changer un pneu quand j'avais 12 ans. Il a dit que vous n'aviez jamais cessé de me chercher, même quand la police disait que j'étais probablement mort. Un couple est passé en se tenant la main, rendant visite à leur propre famille. Je leur ai fait un signe de tête. Je faisais partie de cette communauté de gens qui parlent aux morts parce que les vivants ne comprennent pas toujours. Je vais m'en sortir, ai-je dit à mes parents. Nous deux. Julien m'a trouvé et je l'ai trouvé. Et peut-être que ça suffit. Peut-être que c'est tout ce qui compte. En rentrant chez moi, j'ai pensé aux mathématiques étranges de la perte et de la guérison. Au fait que 25 ans de recherche avaient pu être résolus par une application de VTC défectueuse et un chauffeur de taxi qui ressemblait par hasard au frère disparu de quelqu'un. J'ai pensé à Marc Dumont, qui avait emporté son secret sur son lit de mort, et au fils qui avait finalement trouvé le courage de dire la vérité. Mais surtout, j'ai pensé à Julien, qui avait passé la moitié de sa vie à me chercher. Mon téléphone a vibré, un texto de sa part. Dîner demain. Je fais la recette de spaghettis de maman. Je te préviens, je ne suis pas aussi doué qu'elle. J'ai répondu, j'apporterai le dessert. Merci d'être revenu, a-t-il répondu. Je me suis garé sur ma place de parking, j'ai levé les yeux vers les fenêtres de mon appartement, de chez moi, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 25 ans. Comme si j'étais à ma place, comme si j'étais le frère de quelqu'un, la famille de quelqu'un, quelqu'un qui valait la peine qu'on le cherche. Le chauffeur de taxi qui dormait dans sa voiture n'était plus. À sa place, il y avait Raphaël Lefebvre, un homme avec un passé et un avenir, et un frère qui n'avait jamais cessé de croire qu'il valait la peine d'être retrouvé. Parfois, les plus beaux voyages sont ceux qui vous ramènent à votre point de départ, à la famille que vous pensiez avoir perdue, au nom que vous étiez toujours censé porter.